Merci à toutes et à tous, mesdames et messieurs, d'être au rendez-vous de cette rubrique L'invité. Et puis, vous le savez, tous les lundis, c'est bien notre consultant en économie et notre expert, monsieur Sofoni Jed Koboudé, qui est avec nous. Il est déjà en ligne. Monsieur Sofoni, bonsoir. Bonsoir, cher ami, et bonsoir aux téléspectateurs. Très bien. Depuis quelques semaines, l'actualité internationale est marquée par le retour en force du protectionnisme aux États-Unis avec l'annonce récente par le président Donald Trump de nouveaux droits de douane visant donc à protéger l'économie américaine. Ce repli sur soi couplé avec une rhétorique de souveraineté nationale résonne avec une tribune récente que vous avez présentée qui interroge d'ailleurs le trajectoire du monde moderne entre la fin de l'histoire de Fukuyama et le choc des civilisations de Huntington. Alors, 30 ans après la chute du mur de Berlin, assistons-nous à l'épuisement du rêve d'un monde globalisé et universel? C'est là la grande question. Et puis, à vous, Monsieur Koboudé, la première question, c'est de savoir, récemment, le président Donald Trump, je l'ai annoncé, a parlé donc des tarifs douaniers significatifs, notamment une taxe de 34% sur les importations en provenance de la Chine et de 20% sur celles de l'Union européenne. Quels sont les objectifs affichés par rapport à ces mesures, Monsieur Koboudé? Oui, alors effectivement, le président Donald Trump a annoncé le 2 avril dernier des tarifs douaniers significatifs. Alors, ces annonces incluent un tarif de base de 10% sur toutes les importations, quel que soit le pays, et avec des taux spécifiques pour la Chine et l'Union européenne. Alors, pour la Chine, c'est un tarif additionnel de 34% qui s'ajoute à une existence de 20%, donc portant le total à 54%, tandis que l'Union européenne fait face désormais à 20% comme tarif. Alors, cette offensive tarifaire, alors de très grande ampleur, représente un revirement historique dans la stratégie commerciale des États-Unis. Elle a été perçue comme un renversement de l'ordre économique mondial par de très très nombreux observateurs, en ce sens qu'elle rompt avec le rôle traditionnel de chef de file du libre-échange qu'exerçait Washington depuis l'après-guerre, n'est-ce pas? Alors, pourquoi une telle rupture? Et votre question, c'est quoi? Au fond, c'est quelles sont les motivations du président derrière ces mesures drastiques? Exactement. Je pense qu'il y a des motivations officielles et des motivations officieuses. Les motivations officielles sont assez simples à comprendre. Il suffit d'écouter le président lui-même. D'abord, c'est rétablir l'équité et la réciprocité commerciale. C'est l'argument matrice du discours trumpien. Le président dénonce depuis longtemps des partenaires qui profiteraient d'un accès trop généreux au marché américain tout en imposant des barrières élevées aux produits américains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il s'agit de réduire le déficit commercial et rapatrier des emplois industriels. Derrière les tarifs, il y a une volonté très claire de réindustrialiser le pays et de corriger les déséquilibres macroéconomiques. Le président Trump martèle depuis longtemps que les États-Unis ne peuvent plus tolérer des déficits commerciaux abyssaux. Il faut quand même se rendre compte que c'est plus de 1000 milliards de déficit commercial vis-à-vis du monde en 2024, dont environ à peu près 400 milliards vis-à-vis de la Chine. Et qui est synonyme, selon lui, selon le président Trump, de délocalisation massive. Donc, Trump voit dans la renaissance industrielle un impératif géopolitique, c'est-à-dire reconstruire l'Amérique pour retrouver une base économique solide. Il s'agit en quelque sorte de ressusciter le Made in USA, de redonner un souffle au fameux Rust Belt, vous savez, les anciens bassins industriels, et de regagner une autonomie productive. Et puis le dernier point qui me paraît essentiel, en tout cas dans les motivations officielles,
il s'agit d'améliorer les finances publiques. C'est-à-dire que il y a de plus en plus un discours de l'administration Trump qui consiste à mettre en avant des recettes budgétaires qui seraient issues des tarifs. Donc, selon Trump, taxer les importations va générer des sommes colossales pouvant aider à réduire le déficit budgétaire des États-Unis qui dépasse 5% du PIB à chaque fois. Donc, bon, ils ont même évoqué des rentrées potentielles qui se chiffrent en trillions de dollars sur plusieurs années. Bon. Donc, en quelque sorte, on présente les droits de douane comme une double victoire. Non seulement ça va permettre de rapatrier des usines, mais en plus, ça va remplir les caisses de l'État. Après, c'est un argument qu'on peut contester, hein, parce qu'in fine, ce sont les importateurs, c'est-à-dire les consommateurs américains, qui payent ces taxes. En réalité, quand on taxe un produit, ben c'est le consommateur derrière qui paye ses taxes. Bon. Mais ça me paraît être les motivations officielles. Et j'ai la prétention de croire qu'il y a des motivations officieuses. Je pense que, premier point, que c'est une stratégie de négociation. D'ailleurs, qui a été théorisée par un prix Nobel de l'économie, Thomas Schelling. Et le concept, il parlait d'irrationalité contrôlée. En fait, beaucoup d'observateurs voient dans ces tarifs exorbitants un coup de poker destiné, au fond, à forcer la main des partenaires commerciaux. Et en fait, c'est quoi? Il s'agit de faire de la surenchère initiale pour après éventuellement concéder du terrain. Donc ça, c'est la première motivation officieuse que je vois. Et la deuxième motivation officieuse, c'est aussi un calcul électoral. Parce que sur le plan politique, de politique intérieure, durcir le ton commercial est un atout pour Trump. Ses électeurs, notamment des États industriels du Midwest, attendaient de lui qu'il tienne parole sur la défense des emplois américains contre entre guillemets, la concurrence étrangère déloyale. Et donc, le fait que le président montre à sa base qu'il est fidèle à son slogan America First, c'est clairement un point qu'il essaie de gagner sur le plan purement électoral. Et donc, les motivations combinent à la fois une stratégie calculée, donc créer un choc pour négocier, et une part de politique intérieure, quoi. Très bien. Voilà. Oui, Monsieur Koboudé, alors dites-nous comment ces mesures s'inscrivent-elles dans une tendance plus large et repli, je dirais, sur soi-même observé aux États-Unis actuellement? Fondamental, parce que là, vous voulez qu'on dépasse l'écume des choses, Oui, qu'on dépasse ce que un poète que j'aime beaucoup, Paul Claudel, appelait le clapotis des causes secondes, c'est-à-dire l'accessoire. Ben, écoutez, historiquement, la politique commerciale des États-Unis a toujours oscillé entre des phases protectionnistes et des phases libre-échangistes. Mais il est vrai que les tarifs, ce que j'appelle les tarifs Trump, par leur ampleur et par leur caractère global, s'apparente à une situation inédite. En tout cas, depuis l'époque de la Grande Dépression. Et même les comparaisons avec le tristement célèbre Smoot-Hawley Tariff Act de 1930 ne tiennent pas parce que du point de vue économique, les tarifs Trump suscitent des inquiétudes beaucoup plus grandes. D'ailleurs, la plupart des économistes soulignent qu'une guerre commerciale à grande échelle donne toujours un jeu à somme négative parce qu'elle renchérit les coûts, elle va perturber les chaînes d'approvisionnement et faire peser sur la croissance mondiale. Et donc, d'ailleurs, on le voit sur les marchés. Les premières réactions du marché confirment ces craintes.
Après l'annonce de Donald Trump, les indices boursiers mondiaux ont chuté. Le S&P 500 a décroché de près de 6%, je crois. C'est gigantesque. Les prix de matières premières, comme le pétrole, ont décroché parce que on anticipe un ralentissement de la demande mondiale. Donc c'est assez significatif. Et si on doit adopter un point de vue historique, on constate que les périodes de protectionnisme intense coïncident souvent avec des phases de déclin d'empire ou de transition hégémonique. D'ailleurs, l'exemple qui me vient en tête là, c'est l'Empire britannique, qui était chantre du libre-échange à l'apogée de sa puissance victorienne et qui est redevenu protectionniste au début du XXe siècle, quand sa suprématie a été contestée par l'Allemagne et les États-Unis. Et je pense que les États-Unis de Trump, fatigués de ce qu'ils perçoivent comme des abus de leur largesse commerciale, se replient derrière des barrières et signe que l'ordre unipolaire est peut-être en train de vaciller. Très bien. Alors, il faut signaler que ce repli des États-Unis sur leurs intérêts nationaux, et là c'est une question, M. Koboulé, est-ce que ce repli peut-il être vu comme une validation de la vision de Huntington où les civilisations se définissent par leurs différences, je dirais, irréconciliables? Non, très bonne question et question très érudite. Et pour rendre la chose simple aux téléspectateurs, nous avons, à la fin du siècle dernier, deux narratifs sur le futur possible du monde qui nous sont parvenus. On a d'un côté la thèse d'un intellectuel qu'on appelle Francis Fukuyama, c'est la thèse de la fin de l'histoire, et une réponse à cette thèse de Samuel Huntington qui s'appelle Le choc des civilisations. Alors, dans son livre publié en 1992, La fin de l'histoire et le dernier homme, Fukuyama avançait l'idée que la chute du communisme, donc la chute de l'URSS et la fin de la guerre froide marquent la fin de l'évolution idéologique de l'humanité. C'est-à-dire que selon lui, la démocratie libérale occidentale serait le point culminant de cette évolution et deviendrait en quelque sorte le modèle politique universel. Et de l'autre côté, on avait un autre intellectuel, Samuel Huntington, qui a publié un essai qui s'appelle Le choc des civilisations, un an après Fukuyama, et qui conteste la thèse de Fukuyama. Et pour Huntington, les clivages culturels et non les idéologies constitueront les principales sources de conflits dans le futur. Et en fait, aujourd'hui, force est de constater que Huntington a raison. Et le repli américain, notamment les tensions commerciales avec la Chine, peut être vu comme un alignement avec cette thèse de Huntington, où les civilisations occidentales et cyniques s'affrontent. La rhétorique de Trump met souvent en avant l'identité nationale, etc. Donc, on n'est pas loin de l'idée du monde de Samuel Huntington. D'ailleurs, les mesures protectionnistes s'inscrivent dans un repli sur soi qui peut renforcer, je dirais, une image de type nous contre eux. Et donc, on rentre dans une logique où les différences culturelles et civilisationnelles prennent le pas sur la coopération universelle, quoi. Alors, et puis, il faut dire que face au protectionnisme américain et à la montée en puissance de la Chine, aujourd'hui, peut-on envisager un monde bien sûr basé sur la coopération plutôt que la confrontation, M. Koboulé?
Il y a quelque chose qui est sûr, c'est que l'avenir de l'ordre mondial se dessine dans un paysage de multipolarité. Le monde unipolaire est terminé. Et il y a plusieurs scénarios qui peuvent être envisagés. Il y a un scénario où on va avoir de la coopération dans la multipolarité. Donc, ça veut dire que malgré les différences et le jeu des acteurs, des puissances, il va y avoir quand même une interdépendance, au moins économique, mondiale, qui va rendre la coopération incontournable. C'est-à-dire, au fond, c'est la réalité des chaînes de production globalisées, quoi. Et puis après, l'autre scénario, c'est les risques de confrontation accrue. D'un autre côté, la tension entre une Chine montante et une politique américaine de repli pourrait engendrer des rivalités plus marquées qui peuvent même conduire à une fragmentation des alliances économiques et géopolitiques. Et c'est là où il faut envisager le rôle des institutions internationales. Alors, même si leur rôle se trouve remis en question aujourd'hui, les institutions internationales pourraient évoluer pour mieux intégrer les intérêts divergents et éviter une confrontation ouverte. Donc, pour moi, un ordre mondial, enfin, il y a une certitude, c'est que l'avenir mondial, enfin l'avenir de l'ordre mondial, pardon, se dessine dans un paysage de multipolarité. Ça, c'est la certitude. Et puis, ce que j'espère, c'est que dans ce monde-là, que la coopération reste de mise, quoi. Très bien. Et venons-en à l'économie, sinon aux économies africaines, M. Koboudé. Et quelle opportunité ou risque le repli protectionniste des États-Unis offre-t-il donc aux économies africaines, comme je le disais tantôt, en matière de commerce et d'intégration régionale? Alors, là, vous posez une question très importante puisqu'il s'agit de savoir quel sera le sort des économies africaines voilà, absolument. Exactement. Mais pour l'Afrique, les tarifs présentent des risques majeurs. Regardez, des pays comme le Lesotho, avec un tarif de 50%, risquent de voir leur industrie textile s'effondrer. Et ça va menacer des milliers d'emplois. Vous savez, le Lesotho, avec des exportations, je crois, de plus de 230, de mémoire, de 230 millions de dollars, pourrait voir son PIB gravement affecté. Mais c'est là où, vous savez que le mot crise en langue chinoise est fait de deux symboles. Un symbole qui signifie détresse, dépression, etc. Et l'autre symbole qui signifie opportunité. Et c'est pour ça, bien qu'il y a des risques majeurs sur, par exemple, le Lesotho, on voit qu'il peut y avoir des opportunités parce que des pays comme le Kenya seront frappés par le tarif de base de 10%. Donc réfléchissez à ceci. Si la ZLECA va vite et que le libre-échange est total sur le continent, qu'est-ce qui peut se passer? C'est que si je suis entrepreneur au Lesotho et que je dois, envoyer des produits aux États-Unis, c'est simple, je crée une filiale d'importation au Kenya et je vends mon produit à prix coûtant à cette filiale d'importation. Et puis après, de Kenya, je l'envoie aux États-Unis et je paye 10%. Et non, 50%. Donc, vous voyez qu'il y a des risques majeurs, mais avec un peu d'imagination, finalement, l'impact des tarifs peuvent être beaucoup moindres, quoi. Et ça c'est très important. Et bon, on parle de l'Afrique, mais si on parle du Bénin spécifiquement, c'est que, parce que n'oubliez pas que
avec l'ODB, on envoie maintenant des t-shirts aux États-Unis. Justement, j'en venais, M. Kouboulé. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'on sera frappé par les 10%, ça c'est sûr, le tarif de base. Donc là, après, ce qui va se passer, c'est est-ce que le Bénin va rejoindre les négociations pour faire sauter les 10%? Ça, on ne sait pas. Mais si les choses restent en l'état actuel, ce qui va se passer, tout simplement, c'est que il va pas y avoir grand impact parce que les concurrents du Bénin aussi sont frappés par le tarif minimum de 10%. Et, le différentiel qu'il y a entre la compétitivité d'un t-shirt fabriqué au Bénin, le tarif de 10% inclus, et un t-shirt fabriqué aux États-Unis n'est pas de 10%. Donc, je pense que ça affectera très peu le Bénin. Mais bon, il va falloir évaluer vraiment dans le détail. Parce que ce que j'ai oublié d'indiquer, c'est que l'AGOA, qui offre un accès sans droit de douane au marché américain pour plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, l'AGOA a sauté. L'AGOA a de facto sauté parce que si on annonce un tarif de 10% de base pour tout le monde entier, l'AGOA, en fait, on ne le dit pas souvent, mais il faut le marteler, l'AGOA est mort depuis le 2 avril. Donc, il va falloir envisager le futur autrement. Et puis, surtout, pour les pays les plus frappés, par exemple, je crois que c'est le Lesotho qui s'est vu attribuer le plus haut niveau de tarif, donc 50%. Et avec un peu d'imagination, là aussi, on peut tout à fait se tirer d'affaire. Et c'est en cela que l'opportunité pour nous, Africains, c'est d'empuissantiser et d'accélérer le processus de la ZLECAf. C'est nécessaire, la zone de libre-échange continentale africaine. Très bien. Oui, Monsieur Kouboulé, une dernière question, parce que là, c'est une question des téléspectateurs. L'un des téléspectateurs qui aime bien vous suivre, oui, ces explications que vous venez de donner sont beaucoup plus techniques, mais quand on parle de tout ce qui est fabriqué aux États-Unis, par exemple, il dit que non, mais il a constaté que la majorité des produits envoyés ou utilisés aux États-Unis sont fabriqués, bien sûr, en Chine, avec la qualité qu'il faut. Mais est-ce que, au regard de cette décision, les États-Unis sont suffisamment prêts pour assumer les conséquences? C'est pour dire que tout ce qui est fabriqué, presque tout, je dirais, qui est fabriqué ou qui sont fabriqués et utilisés aux États-Unis, ça part de la Chine. Est-ce que les États-Unis sont prêts ou prêtes à assumer les conséquences de cette décision? Alors, la réponse est que tout cela va se traduire par une inflation. Parce que vous avez raison. Le fait de frapper la Chine par un tarif qui culmine aujourd'hui à 54%, de facto, des entreprises comme Apple, etc., qui produisent en Chine, vont se retrouver. Donc l'iPhone va coûter plus cher. Parce que, comme c'est produit en Chine, les prix vont augmenter à la même hauteur que les tarifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que, ça c'est pour l'anecdote, j'ai appris que les Américains ont pris d'assaut les boutiques d'Apple pour acheter des iPhones parce qu'ils craignent que ça ne coûte plus cher très bientôt. Très bien. OK.
Merci à vous, Monsieur Jed Sophonie Koboudé. Merci pour ces explications. Je rappelle que vous êtes en direct depuis Paris, économiste, directeur de la recherche économique à Interglobal Conseil. Merci pour ces explications. Monsieur Koboudé, on se retrouve lundi prochain, à moins que vous n'ayez d'autres précisions à apporter pour conclure ces échanges. Eh bien, on se retrouve lundi prochain, par la grâce de Dieu. Très bien. Merci à vous, Monsieur Sophonie Jed Koboudé. Merci Mesdames beaucoup. et messieurs, voilà, c'était donc des explications techniques de l'économiste Sophonie Jed Koboudé, bien sûr, par rapport à cette décision tarifaire douanière que le président des États-Unis a pris vis-à-vis des importations et des échanges. Merci pour votre attention. On se retrouve lundi prochain avec Monsieur Koboudé.